Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans nos chroniques philosophiques pour parler de sociologie de la science, avec une réflexion qui est un hommage à Laurent Ségala, généticien et directeur de recherche au CNRS, auquel j'emprunte largement les éléments, les arguments de cette réflexion qui viennent d'un ouvrage paru en 2009 aux éditions du Seuil sous le titre « La science à bout de souffle ». Selon Laurent Ségala, la science moderne montre des signes d'épuisement. Elle est en crise pour des raisons comparables à celles du cyclisme, qui peut servir de modèle pour analyser sa décadence. Les dysfonctionnements sont trop nombreux, dit-il. Il y serait plus important pour faire carrière d'être un bon manager et un bon communicant que d'avoir de l'imagination et de la rigueur. Le chercheur du XXIe siècle, à moins qu'il ne travaille pour un autre chercheur, mais auquel cas il renonce à certaines prérogatives, doit être avant tout un bon manager. Il gère, il prévoit, il remplit des rapports, et il est pris dans une crise économique. Son but premier est de faire bouillir la marmite. Cette crise se traduit par une crise de la production de savoir. De nombreux spécialistes, citons par exemple Jean-Marc Lévy-Leblond dans La pierre de touche, pensaient que la science produit de plus en plus de données qui sont de moins en moins fiables. Cette crise, dans laquelle la fraude elle-même n'est que le secret de polichinelle de la science mondiale, selon Laurent Ségala, page 47, serait constatée passivement par une profession, au fond, trop occupée à courir après les subventions. Ce système est dangereux car il donne l'impression que tout le monde se tient, dit Laurent Ségala, par la barbichette. La fraude va de la négligence complaisante, explique l'auteur, au trucage délibéré, voire à la production de résultats scientifiques ex nihilo, comme la polémique au sujet du physicien Schoen l'a montré. Il ne faut pas croire que tous les chercheurs sont des tricheurs, ajoute Laurent Ségala. La majorité est bien honnête, mais ce qui est certain, c'est que la triche a pris une proportion telle qu'elle fausse la compétition. Page 51. Aussi, le nombre des articles retirés, c'est-à-dire des articles convaincus de fraude et qui ont obligé les revues à s'excuser, ces articles retirés des revues spécialisées a quadruplé ces 20 dernières années. Crise de confiance, donc. En conséquence, le coût de ces actifs toxiques est incommensurable, pense Laurent Ségala, puisqu'il décrédibilise la science aux yeux même des chercheurs. Ce qui engendre une crise morale. Les chercheurs sont comparés d'un côté à des loups en quête de subventions, en même temps qu'à des moutons, à cause de leur mimétisme, puisqu'ils se mettent à imiter les tricheurs pour ne pas se sentir lésés eux-mêmes dans un milieu clos où la généralisation de la fraude tend à la banaliser. Au comble de la crise, l'un des symptômes est son incapacité, dit Laurent Ségala, à guérir ces maux malgré le fait que ceux-ci empirent. La science aurait été protégée jusqu'au XXe siècle par une opinion largement répandue selon laquelle les connaissances devaient être gratuites et partagées. Et tout semble avoir changé avec l'extension indéfinie du libéralisme et du système de la concurrence généralisée. On sait en effet que de nombreux chercheurs sont payés avec du soft money, c'est-à-dire que leur salaire est prélevé sur les subventions qu'ils obtiennent. D'où l'importance du temps passé à remplir les dossiers de demande de subventions. Ce qui engendre une crise administrative. La science est donc freinée par un système bureaucratique chronophage et contre-efficace lié à l'attribution des subventions. Ce système est absurde, les chercheurs devant s'engager sur les découvertes qu'ils feront dans 2, 3 ou 5 ans. Ce qui engendre une crise de l'évaluation des savoirs, c'est le fait que les résultats de la science devraient être scrupuleusement surveillés à cause des problèmes liés à leur évaluation. Mais celle-ci est mal faite, souvent par manque de temps et de ressources humaines. Les peer reviewers sont difficiles à trouver
et le processus d'évaluation des articles par les pairs, qui est la clé de voûte du système, ne peut être que biaisé dans un système où les chercheurs sont en compétition entre eux. Dans un système où la concurrence est si rude, le jeu des affinités tend à prendre une part importante, une place importante, sinon démesurée, en tout cas déplacée. Le drame de cette dérive est qu'elle finit par créer un esprit anti-scientifique, dit Laurent Ségala, un esprit anti-scientifique où les relations publiques et les dons de manœuvrier priment sur l'imagination, la rigueur et la qualité du travail. Et la majorité, la très grande majorité des scientifiques en conviennent, puisque d'après un sondage effectué par la Scientific Research Society, seuls 8% des chercheurs jugent que l'évaluation scientifique fonctionne de manière satisfaisante. Ce chiffre parle de lui-même. Donc nous assistons à une crise de la publication scientifique. Le statut de la publication scientifique a complètement changé au XXe siècle et s'est perverti. C'était un outil de communication. Il est essentiellement devenu un outil de promotion pour la carrière des chercheurs. Donc il faut pour cela publier dans certaines revues plus prestigieuses que les autres, au point que certains journaux scientifiques, Nature et Science pour ne pas les nommer, ont plus d'importance que le message scientifique. Cette subversion de la publication serait-elle, dit Laurent Ségala, pour faire un beau mot, que la devise anglo-saxonne « publish or perish » pourrait devenir « publish and perish » et lui servira d'épitaphe. Épitaphe au cimetière de la science, devenue folle. Distinguant la compétition dans la production du savoir de la compétition pour disséminer le savoir produit, l'auteur fait observer que cette dernière est devenue un non-sens. Il insiste sur la responsabilité des revues scientifiques dans les stratégies sont commerciales. Elles sont dictées par la concurrence qu'elles se livrent et à l'impossibilité pour les chercheurs de lire tous les articles écrits. Ces stratégies ne sont pas scientifiques. La mission des patrons des grandes revues est de maximiser l'audience, synonyme de vente et de recherche publicitaire, explique Laurent Ségala, et surtout de faire grimper le sacro-saint impact factor, argument massu de la guerre entre les revues, dit-il, page 35. Donc c'est ce qu'on appelle en français le facteur d'impact, qui désigne le nombre moyen de citations recueillies par un article. Pourtant, toutes les études approfondies sur le sujet auraient montré, dit Laurent Ségala, que ces indices bibliométriques sont de mauvais indicateurs de la qualité d'un chercheur. Les facteurs d'impact seraient en revanche des outils commodes pour les ordinateurs de l'administration, ce qui est tout à fait différent. Ce qui engendre dans la foulée une crise de pipolisation, puisque ce critère chiffré favorise les modes et même les effets de pipolisation dans la presse scientifique, et ces modes déterminent jusqu'à l'attribution des subventions. Le monde de la science n'est pas épargné par ce que Guy Debord appelait donc la société du spectacle. Dans un système, dit Laurent Ségala, où règne la compétition, il est toujours bon d'attirer l'attention. Ce qui produit finalement une crise culturelle, et j'en terminerai là. Malgré l'importance des publications, les scientifiques lisent peu et sont souvent ignorants de l'histoire de leur discipline, tout en étant très pointus, nous sommes d'accord, dans leur spécialité. L'idéal de l'honnête homme, qui avait servi de fondement à la science moderne naissante au XVIIe siècle, s'est largement dissous. La science s'est transformée en technoscience, à savoir ingénierie scientifique, plutôt qu'exploration. Le propos d'Heidegger selon lequel la science ne pense pas trouve sans doute aujourd'hui plus que jamais une nouvelle confirmation. Le métier de chercheur se serait définitivement défini comme course de chevaux selon l'expression de Laurent Ségala, ou selon l'expression américaine The Right Race. La science serait donc en ce début de XXIe siècle, dans une époque qui touche à sa fin, nous dit l'auteur. Il conviendrait aussi de parler évidemment des scandales politiques liés à la commercialisation des produits de l'industrie scientifique,
du scandale du sang contaminé à celui du médiateur, en passant par celui de la vache folle, du vaccin contre l'hépatite B, des hormones de croissance ou des implants mammaires. Chacun connaît, hélas, ces anecdotes, ces tristes anecdotes de l'actualité scientifique.